Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour Monsieur Tenandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, à l'annonce du calendrier électoral global, les budgets pour l'organisation du processus complet dépassaient les milliards de dollars. Voilà maintenant que se pose la question du financement de ces élections. Faudrait-il recourir à l'extérieur comme l'estiment certains? Je vous rappelle que les élections sont un acte souverain pour un pays. Recourir à l'aide extérieure pour pouvoir financer ces élections-là signifierait que ce sont des élections qui n'appartiennent pas aux Congolais. Ceux qui vont les financer chercheront à en tirer des dividendes. N'oublions pas ce qui s'est passé en 2006. Ceux qui ont financé les élections de 2006 disaient que c'était leurs élections, qu'ils avaient choisi de placer leur argent pour pouvoir organiser leurs élections. Et à quoi cela a-t-il abouti? Ils ont désigné quelqu'un qui pouvait servir leurs intérêts comme président de la République. Justement, pour les ministres allemands qui étaient cette semaine à Kinshasa, il a affirmé notamment ceci: toute demande pour les financements des élections devra être adressée à l'Union européenne. Hein, c'est ce qu'il a dit le jeudi 19 février à l'issue d'une rencontre avec Raymond Chibanda. Monsieur Mbelou, ceux qui éventuellement financeraient ces élections, hein, comme vous venez de le dire, n'en choisiront-ils pas les éventuels vainqueurs? Mais tout à fait, ce sont les élections organisées qui seront organisées par une oligarchie d'argent pour l'épanouissement d'une petite démocratie bourgeoise entre griffes. Ils vont mettre leurs sous et ils vont imposer leur nègre de service. Vous faites allusion à un ministre allemand qui est en voyage au Congo, mais n'oubliez pas que en 2005-2006, le fort qui est venu s'installer au Congo pour contrôler les actes post-électoraux ou même les actes qui les ont précédés faisait partie de la politique étrangère allemande. Et en ces années-là, l'Allemagne avait décidé de faire main basse sur les matières premières stratégiques du Congo, même si cela pouvait mener à la guerre. C'est Ralf Kusters qui avait écrit à ce moment-là un article très intéressant sur l'implication des patrons allemands dans la gestion politique du Congo. Les choses n'ont pas tellement changé. Si l'Union européenne et l'Allemagne et les autres pays européens s'engagent dans ce processus-là, ça ne sera pas pour les beaux yeux des Congolais. Et je vous rappelle un livre qui a des documents sérieux sur ce qui s'est passé en 2005-2006 au Congo. C'est le livre de Charles Nana, Europe, crimes et censure au Congo, les documents qui accusent au Congo l'histoire a la fâcheuse chance de pouvoir se répéter, hein, si les Congolais ne font pas et les Congolaises ne font pas attention. L'histoire va se répéter et se poursuivre comme si de rien n'était. Toujours à propos des élections, dans un texte intitulé Les élections de 2016 ne rassure pas, Fouélé Diangfitouka, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, affirme ceci. Fouélé Diangfitouka. Ah, Fouélé Diangfitouka, voilà. Hein, il affirme ceci: il faut être sourd, myope, analphabète ou illettré pour croire que l'Albé Malumalu, mis en place par les chefs de l'État actuel, pourrait organiser des élections libres et transparentes. Monsieur Mbelou, cette question récurrente, hein, sur la crédibilité ou l'impartialité
des Malumalu ne devrait-elle pas être adressée aux supérieurs hiérarchiques de l'Église? Les supérieurs hiérarchiques de l'Église se sont prononcés sur le cas de l'abbé Apollinaire Malumalu. Dernièrement, Monseigneur Ambongo, lors de sa tournée européenne, a dit qu'ils allaient, eux, les évêques, se pencher sérieusement sur ce cas-là et prendre des mesures qu'il faut. Mais par-delà, Monsieur oui, Mbelou, c'est penché sérieusement, ça veut dire quoi? Parce que ça fait près de 10 ans que Malumalu, voilà, il est à cheval entre la politique, hein, et l'Église. ah, mais n'oubliez pas que la SENCO avait déjà décidé qu'elle n'avait envoyé personne comme membre de l'Église à la CENI et qu'il était interdit aux membres de l'Église de pouvoir se présenter aux membres de la hiérarchie de l'Église catholique de pouvoir se présenter à cette institution-là. L'abbé Apollinaire Malumalu a fait les choses à sa tête et voilà pourquoi nous devrions être un peu patients pour voir ce qui va se réaliser. Comment c'est que Monseigneur Ambongo, le président de la commission de justice et paix, comment ce qu'il a dit dernièrement pourra se réaliser. Encore un peu de patience. Mais je voulais simplement ajouter ceci. Le problème n'est pas simplement celui de l'abbé Apollinaire Malumalu. Le problème est un problème systémique. Le système qui est mis en place au Congo depuis la guerre de l'AFDL est un système qui favorise le statu quo. C'est un système mis en place pour ouvrir le Congo à la politique du capitalisme sauvage, au néolibéralisme. Voilà. Donc, si nous perdons de vue que le système qui fonctionne aujourd'hui au Congo a été mis en place par les maîtres du monde pour pouvoir disposer des matières premières stratégiques de ce Congo, de ce pays-là, pour disposer de son sol et de son sous-sol, pour pouvoir disposer des terres congolaises. Si nous perdons tout cela de vue, nous allons nous attaquer à un processus politique qui fait partie de tout un ensemble, de tout un système mortifère, de tout un système de prédation. Il est toujours bien de pouvoir replacer ce processus dans tout le grand système imposé au Congo depuis la guerre de l'AFDL jusqu'à ce jour et voir comment, petit à petit, travailler à pouvoir rompre avec ce système-là et mettre notre système en place. Il n'y a pas tellement de choix. Il faut à tout prix, à un certain moment, opérer une rupture. Qui dit rupture ne dit pas nécessairement table rase. La rupture peut aider les Congolais et les Congolaises à pouvoir renouer avec la politique qui a été mise en place à la conférence nationale souveraine, par exemple. Cette rupture peut les pousser à relire les pères fondateurs de l'indépendance congolaise pour voir dans quelle mesure remettre le Congo sur les rails, mais en imaginant un autre système politique, un autre système économique différent de celui qui gère le Congo actuellement. Oui, Foueli poursuit également en disant ceci. En 2016, la majorité présidentielle continuera à corrompre les surveillants des opérations de vote, de dépouillement et des compilations en leur proposant des enveloppes pour acheter leur silence et leur conscience face aux fraudes, comme cela s'est passé en 2006 et en 2011. Et pour finir, il dit, il est facile d'acheter les hommes et des femmes affamés sans revenus. Mais M. Mbelou, pourquoi alors aller aux élections dont les résultats seront connus d'avance? En principe, si la majorité silencieuse congolaise était au courant du fonctionnement réel
de ce système et elle ne se préparerait pas pour aller à ces élections bidons-là. Ah, mais comme Fouel le dit dans son texte, le problème est que les gens, les Congolais, les Congolaises ont été affamés pendant très très longtemps. Les enveloppes risquent de corrompre leur cœur et leurs esprits et de les pousser entre les bras de ceux qui vont les appauvrir davantage. Mais il y a quand même par-ci par-là des choses qui bougent. Il y a une jeunesse qui est en train de s'organiser et qui voudrait en découdre petit à petit avec ceux qui estiment que le Congo est leur chasse gardée. C'est vrai qu'à travers le texte de Fouélé, on se rend compte que ce système-là, le système qui fonctionne au Congo aujourd'hui, est fondé sur les antivaleurs, dont la corruption. C'est comme ça que fonctionne tout le système néolibéral, tout le système capitaliste. Il fonctionne en étant fondé sur le sang, sur la corruption et les autres antivaleurs. Voilà pourquoi, encore une fois, j'en appelle à une mobilisation citoyenne, à un Congo orienté vers un peu plus de solidarité pour pouvoir, demain, recréer le système politique congolais. Il n'y a rien à attendre du système actuel, et cela d'autant plus que le Congo est sous tutelle et sous occupation. Monsieur Mbelou, vous parlez des enveloppes. On voit bien la majorité mécanique qui fonctionne au Parlement de Kinshasa. Elle fonctionne aussi avec ces fameuses enveloppes qui sont régulièrement distribuées avant de voter les lois importantes dans ce Parlement. Oui, mais c'est ça le fondement de ce système. L'un des fondements de ce système, c'est la corruption. C'est comme ça avec les systèmes qui ont le capitalisme comme matrice organisationnelle. Le néolibéralisme avec le consensus de Washington fonctionne sur fond de la corruption. Le Congo n'est pas une exception. Non, pas du tout. Mais lorsque lui, Foueli, il affirme ceci notamment, la RDC vit dans les règnes de l'anarchie. Comment, dans ces conditions, pouvons-nous espérer des élections transparentes? Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, s'est déjà exprimé en ces termes. En 2016, nous garderons le pouvoir comme nous l'avons fait en 2006 et 2011. Tout un programme, M. Mbelou. Oui, mais en vous renvoyant au livre de Charles Nana, Europe, crime et censure au Congo, les documents qui accusent, en faisant cela, en vous renvoyant à ce livre-là, je vous dis entre autres ceci, qu'il y a eu des crimes qui ont été commis en 2006 pour que ces messieurs-là accèdent à ce qu'ils appellent le pouvoir, c'est-à-dire pour qu'ils soient aux affaires afin d'être les nègres des services du système néolibéral. Il y a eu meurtre d'hommes, il y a eu tricherie, il y a eu fraude, il y a eu corruption en 2006 comme en 2011. Je vous rappelle ce que je vous ai toujours dit, le carnage qu'il y a eu à l'aéroport d'Ondili le 26 novembre 2011. C'est un exemple de la façon dont se comporte ce système-là. Et le titre du livre de Charles Nana est un bon résumé de ce qu'il y a eu. Il y a eu une coalition des forces extérieures et des forces intérieures pour pouvoir imposer des marionnettes à Kinshasa, au Congo-Kinshasa. Donc, ils n'ont conservé le pouvoir que comme nègres de service des forces extérieures avec lesquelles ils ont travaillé à ce moment-là, en 2006 comme en 2011.
Très bien, un balai diplomatique important s'effectue cette semaine à Kinshasa. Après les ministres allemands des Affaires étrangères, c'était autour d'une délégation belge conduite par deux ministres qui se trouvent également depuis quelques jours à Kinshasa. Monsieur Mbelou, qu'est-ce qui les attire tous à Kinshasa en ce moment précis? Le Congo est l'avenir de l'Afrique. Et j'oserais même dire que le Congo est l'avenir du monde. Le Congo, c'est un pays avec 9 voisins. C'est un pays aux richesses du sol et du sous-sol fabuleuses. Maintenant que plusieurs pays sont en train de chercher à acheter les forêts congolaises, acheter les terres congolaises et à faire même base sur les matières premières stratégiques de ce pays-là, je ne vois pas comment l'Allemagne, la Belgique et les autres pays européens resteraient les bras croisés. Donc, leur balai diplomatique dit l'importance de ce pays-là sur l'échiquier africain, sur l'échiquier mondial. Un aspect qui n'est pas passé inaperçu, c'est les propos tenus par un ministre belge à Kinshasa et il semble qu'il aurait fustigé l'autoritarisme du pouvoir de Joseph Kabila. Et est-ce que j'ai observé personnellement sur nos réseaux sociaux, énormément de gens ont embrayé sur cela. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf de notre part que d'embrayer à chaque fois qu'un étranger fustige ce qu'on connaît chez nous et qu'on minimise un peu ce qui peut être fait par les forces politiques locales? Les Congolais n'ont pas attendu le passage de M. Herman de Croo au Congo pour pouvoir dénoncer ce que M. Herman de Croo vient de faire. Vous savez que depuis très très longtemps, les Congolais et les Congolaises ne cessent de dénoncer, de décrier l'atteinte à leurs droits et l'atteinte à leur liberté fondamentale. Il y en a qui sont même en prison pour avoir osé dire cela. Qu'Herman de Croo puisse faire ce petit commentaire-là, bon, c'est peut-être pris dans le sens... Monsieur Mbello, il s'agit d'Alexandre, le fils de Herman. Oui, pardon, Alexandre de Croo. Qu'il puisse faire son petit show-là. Bon, ça peut éveiller l'attention, mais ça ne signifie absolument rien par rapport aux luttes que les Congolais sont en train de mener sur place. Les Congolais et les Congolaises ont été placés face aux escadrons de la mort pendant au moins 3 jours, le 19, le 20 et le 21 janvier. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait des forces extérieures pour leur dire que leurs libertés fondamentales sont piétinées. Ils mènent leur lutte depuis très longtemps et souvent main nue. Mais comme je venais de le souligner, le Congo est un pays qui intéresse beaucoup d'autres pays du monde. Le Congo n'est pas une île. La Belgique, comme beaucoup d'autres pays du monde, ont leurs intérêts au Congo. Voilà pourquoi un ministre peut faire ce que Alexander de Croo a fait là. Mais encore une fois, qu'on puisse se ruer sur son commentaire pour faire comme si avant lui il n'y avait rien eu dans le même sens sur place au Congo, ça fait partie un peu du reste de notre viol de l'imaginaire. Nous croyons beaucoup plus en ce qui est dit par les partenaires extérieurs qu'en ce que nous-mêmes nous disons. Heureusement, cette façon de voir est en train de changer et de changer sérieusement. Mais c'est pour vous dire qu'il y a encore là un terrain de lutte. Comment avancer dans la lutte contre le viol de l'imaginaire pour pouvoir créer ce que nous appelions dernièrement un imaginaire alternatif. Là, il y a encore à boire à manger. Même si quand les partenaires extérieurs parlent, ça peut être en plus qu'ils ajoutent au combat que mènent les Congolais. Mais même là, l'histoire nous prouve que c'est l'un des amis
de ceux qui ont parlé dernièrement, qui avaient présenté celui qui bafoue les droits et les libertés des Congolais, qui les piétine, comme étant l'espoir du Congo. Ah, vous voyez ce changement d'attitude, ce changement de discours trahit peut-être des desseins inavoués, des desseins que les Congolais n'arrivent pas tous à maîtriser. Mais on remarque qu'on peut hier dire que le monsieur était l'espoir du Congo et demain décrier son mode de fonctionnement, sa confiscation des libertés et des droits des Congolais. Hein, nous prenons simplement bonne note. Très bien, toujours en rapport avec cette visite, hein, il y a quelques jours, Joseph Kabila avait annoncé aux ambassadeurs accrédités à Kinshasa que les gouvernements congolais renonçaient à l'aide de la MONUSCO dans l'opération de désarmement contre les FDLR, lancée le 19 janvier dernier. Voilà maintenant que la Belgique invite les gouvernements congolais à accepter l'aide de la MONUSCO. Monsieur Mbel, on peut se demander s'il existe réellement une volonté politique de la part du régime de Kabila de mettre fin à cette situation, à cette affaire des FDLR. Mais nous avons échangé longuement sur cette question-là. La question est mal posée. La question n'est pas de pouvoir ou pas se débarrasser des FDLR. À quoi sert ce prétexte-là? À quoi sert le prétexte selon lequel les FDLR déstabilisent le Rwanda à partir du Congo, quand nous savons qu'il y a eu des FDLR qui ont été au Rwanda, qui ont travaillé avec M. Kagame, qui ont été recyclés pour revenir au Congo. Et les FDLR servent constamment de prétexte pour pouvoir relancer les hostilités entre le Rwanda et le Congo, mais aussi entre les Africains eux-mêmes. Là, il y a un piège que les Africains devraient apprendre à défaire. Pourquoi les pays africains doivent-ils constamment se mener des guerres à l'intérieur ou se mener des guerres entre eux? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse chercher à trouver des solutions concertées? Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on puisse passer par des négociations pour pouvoir mettre fin à tous ces conflits-là, au lieu d'obéir aux ordres de ceux qui ont un intérêt à vendre leurs armes? Le Congo, comme le Rwanda, ne fabrique pas les armes. Pourquoi doivent-ils gaspiller le peu d'argent qu'ils pourraient utiliser pour l'éducation, la santé et la création des emplois pour leur population? Pourquoi doivent-ils utiliser cet argent-là pour acheter les armes et faire la guerre? Et puis, n'oublions pas qu'historiquement, le tribunal pénal international pour le Rwanda a, en 2008, dit que les Hutus n'avaient pas planifié le génocide. On ne peut plus continuer à recourir à cet argument du génocide pour justifier les attaques à mener contre les FDLR qui sont restés au Congo, dont une bonne partie a été recyclée. Et l'histoire nous apprend que M. Kagame a créé le groupe qui avait été soupçonné d'avoir orchestré le génocide. Les Interahamwe ont été la création du FPR. Donc, tout ce qui se mène maintenant comme lutte, comme combat, sont des efforts menés pour pouvoir oublier l'histoire des Grands Lacs avec les commanditaires de la guerre de basse intensité qui sévit au Congo depuis les années 96. Très bien, autre chose, une circulaire du ministre de l'Intérieur annonce la suppression des entités administratives déconcentrées telles que la direction des provinces, les districts, la cité et les postes d'encadrement administratif. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Monsieur Mbelou, qu'est-ce qui peut motiver une telle démarche en début d'un processus électoral hypothétique?
Euh, Est-ce le moment de pouvoir mener cette démarche-là? Moi, j'ai dit non. Euh, Peut-être celui qui initie cette démarche-là voudrait contribuer à, à la à la balkanisation du Congo, parce qu'il ne faudrait pas oublier que ceux qui balkanisent, qui travaillent à la balkanisation du Congo, opèrent aussi de l'intérieur. Peut-être qu'il est en train de travailler à l'avancement du processus de balkanisation du Congo. Nous allons voir ce que cela va donner. Mais on sait que le Congo se prépare à une nouvelle organisation administrative, hein, avec le passage du nombre de provinces de 11 à 26. Hein. Ça a été adopté au Parlement au mois de janvier. C'est une disposition prévue dans la Constitution de 2006 et qui n'a jamais été appliquée. Mais n'est-ce pas là une fausse bonne idée? Est-ce que ces provinces seront-elles viables lorsqu'on voit dans quel état se trouvent celles qui fonctionnent actuellement? Et vous savez que certains gouverneurs ne cessent de se plaindre en disant que les 40% de rétrocession euh, n'ont jamais été confiés aux provinces. Donc si avec 11 provinces, on n'arrive pas à leur rétrocéder l'argent qu'elles attendent du pouvoir central entre griffes, qu'adviendrait-il avec 26 provinces? Donc tout ça sont des mesures pour amuser la galerie. Alors, il faudra peut-être attendre que ce pays-là puisse être géré par ses dignes fils et filles pour voir si il y a moyen de l'orienter autrement, en essayant par exemple d'aller dans le sens du fédéralisme au lieu de se laisser distraire par les nègres de service des forces extérieures qui sont là pour le moment. Ce sont des criminels de guerre, des criminels contre l'humanité. Je ne vois pas comment ils pourraient organiser convenablement ce pays-là. Très bien, pour finir, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs en RDC, Russ Feingold, va quitter son poste. Cela a été annoncé. Il s'était illustré par des prises de position qui irritaient quelquefois le gouvernement de Kinshasa. Qui va les regretter, les régimes ou bien l'opposition? Mais enfin, ça c'est un non-événement. Ça ne devrait même pas faire partie de nos débats. Je ne vois pas la démission, par exemple, d'un sénateur congolais intéressé au plus haut point les Américains. Donc, encore une fois, là, on participe à des effets du viol de notre imaginaire. Il a fait son show, il a fait son cinéma. Maintenant, si sa mission touche à sa fin, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions en faire un sujet de débat. Non, c'est inutile, ça ne nous concerne pas. Très bien, merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, Monsieur Etienne Ngandou, et à la semaine prochaine.